commencer à l'heure parce que c'est vrai que là, on a un programme qui est assez serré. Donc bienvenue à tous. Merci Chérif pour l'invitation. On est donc à une session pour les plus jeunes de présentation de communication libre autour du thème de l'oncologie. On a 10 minutes par présentateur, donc ce qu'on essaye de faire, c'est absolument tenir le timing et donc de ménager quelques minutes pour les questions. Donc si vous pouvez tenir 7-8 minutes, c'est parfait. Je vais faire au mieux. Donc écoute, Jérémy Bénichou, à toi. Alors, comment... Hop, je clique sur mon truc. Donc, bonjour à tous, moi je suis Jérémy Bénichou, du coup je suis assistant au centre hospitalier intercommunal de Créteil et je vais vous présenter aujourd'hui une étude qu'on a menée dans le service sur l'impact de la classification moléculaire dans les cancers de l'endomètre sur une cohorte au sein de l'hôpital. Donc, le cancer de l'endomètre, rapidement, c'est le cancer le plus fréquent, le cancer gynécologique le plus fréquent en Europe, quatrième cancer en incidence chez la femme. Les facteurs pronostiques de ce cancer, ce sont le stade FIGO, le grade histopronostique, les emboles, le type histologique et maintenant, depuis quelques années, les analyses moléculaires de la tumeur. Rapidement pour l'histoire, ça a été mis en évidence par le TCGA, donc Cancer Genome Atlas, qui a mis en évidence 4 groupes de risques différents en fonction d'analyses moléculaires. Le groupe pôle muté ou ultra muté avec un très bon pronostic, le groupe P53 muté avec un pronostic beaucoup plus mauvais, et entre les deux, de risque intermédiaire, le groupe MSI d'instabilité microsatellitaire et le groupe sans anomalie particulière. Et donc beaucoup de publications sur le sujet, et en 2017, Talou qui publie les modèles prédictifs de risque de récidive, qui a comparé du coup les risques avec les marqueurs morphologiques classiques de l'ESMO, les classifications du groupe PROMISE d'un autre côté, qui a comparé à la jonction des deux et qui a mis en évidence du coup un bénéfice de la combinaison de ces deux modèles prédictifs et surtout son utilisation en post-opératoire plutôt qu'en préopératoire. Et donc ça a donné lieu à des recommandations en 2020 et à des nouveaux groupes de risques en intégrant la classification moléculaire qui a été présentée à l'ESGO. Donc dans cette nouvelle classification, ce qu'on peut voir principalement, c'est que le groupe pôle muté fait partie des groupes à bas risque et que les groupes P53 à haut risque, et entre les deux, bien sûr, ça dépend des autres marqueurs morphologiques. L'objectif de notre étude était d'évaluer l'impact de cette classification moléculaire sur le pronostic des patientes qui avaient été prises en charge pour un cancer de l'endomètre dans le service au sein de notre cohorte. Donc on a pris nos patientes entre 2014 et 2020 pour lesquelles on a recueilli les données. On a fait relire toutes les lames faisables avec de l'immunohistochimie, de la biologie moléculaire avec la collaboration du plateau de biologie moléculaire de Mondor. Et on a reclassé nos patientes dans les groupes de risque selon la nouvelle classification moléculaire. On avait initialement beaucoup de pièces d'hystérectomie, pas forcément pour cancer, et on a exclu la grande majorité pour la mauvaise qualité de conservation du matériel. Au final, il nous restait 107 pièces d'hystérectomie. C'est tombé en plein Covid avec des pénuries énormes dans les laboratoires de biologie moléculaire, et donc du coup, on a pu analyser 80 pièces d'hystérectomie. C'était principalement des carcinomes endométrioïdes de bas grade sans embol selon les nouvelles recommandations, et principalement sans profil moléculaire spécifique. Nos patientes avaient eu quasiment toutes une hystérectomie, bien sûr, avec anexectomie bilatérale pour la plupart. On a inclus à partir de 2014, donc du coup pas mal de curage, peu de ganglions sentinelles, ce qui a bien changé depuis. 40% de nos patientes avaient eu de la radiothérapie, 26% avaient eu de la chimiothérapie et 70% avaient eu de la curithérapie. Et au final, on a reclassé nos patientes avec la nouvelle classification. Et donc ce qu'on a vu, donc comment on lit ce tableau, en gros selon la classification de 2016, par exemple pour le groupe élevé, on avait 15+5, donc on avait 20 patientes dans le groupe élevé selon la classification de 2016, et selon la classification 2020, on n'en avait plus que 15. Et au total, 21 de nos patientes ont été reclassées, aucune de nos patientes n'a été sous-traitée. 9 patientes ont été surtraitées. Elles ont toutes été reclassées dans des groupes de meilleurs pronostics. Les patientes à bas risque avaient toutes été surtraitées
forcément. Les patientes de risque intermédiaire avaient été surtraitées pour certaines avec de la radiothérapie et de la chimiothérapie, qui ne serait pas le cas aujourd'hui. Et bien sûr, une grande majorité aurait dû bénéficier d'un ganglion sentinelle selon les nouvelles recommandations. Quand on regarde un petit peu la constitution de nos groupes, et quand on analyse la récidive et le décès, la majorité des récidives et des décès étaient P53 mutés, deux groupes plus avancés, intermédiaires élevés ou avancés métastatiques, principalement, avec une atteinte ganglionnaire qui allait dans le même sens, avec 75% d'atteinte ganglionnaire dans le groupe P53, et pareil quand on regarde le groupe de risque, ils appartenaient au groupe élevé et avancé métastatique. Quand on regarde la survie de ces patientes, du coup la survie en fonction des groupes de risque de l'ESGO 2020, on a une différence significative entre les groupes en survie globale et en survie sans récidive. Mais par contre, quand on s'est intéressé au groupe moléculaire, possiblement pour à cause d'un souci d'effectif, on n'a pas mis en évidence de différences significatives. Je pense qu'avec un plus grand échantillon, ça aurait été différent. Bien sûr, les analyses moléculaires ont un impact sur le traitement adjuvant. Là, j'ai repris PORTEC 3, la publication de Léon Castillo, donc, qui a repris la cohorte de PORTEC 3 et qui a analysé en fonction des groupes moléculaires et qui a montré qu'il n'y avait pas de bénéfice à la radiothérapie, à la radiochimiothérapie dans les groupes pôle-mutés qui étaient de très bons pronostics. Par contre, avec un bénéfice significatif dans le groupe P53 muté, des résultats un peu plus mitigés pour les groupes de risque intermédiaire. Donc un impact sur le traitement adjuvant de cette classification, et donc qui dit impact de traitement adjuvant dit effet secondaire, avec 60% d'événements indésirables de grade supérieur ou égal à 3 dans le groupe radiochimiothérapie, de nombreux effets secondaires et un impact sur la qualité de vie, principalement dans la première année qui suivent les débuts des traitements adjuvants. Au total, nos patientes ont été reclassées dans des groupes de risque plus faibles, avec une désescalade chirurgicale et thérapeutique selon les nouvelles recommandations. Et grâce à ça, on obtiendrait une diminution du nombre de patients avec des effets secondaires. On améliorerait la qualité de vie de nos patientes grâce à la classification moléculaire. Donc cette étude, c'est la plus grande série connue, en tout cas française, dans laquelle on a pu relire les cas et reclasser les tumeurs, et donc évaluer les modifications thérapeutiques qui auraient eu lieu avec ces éléments. Et on a pu montrer du coup l'impact sur la stadification chirurgicale et sur la prise en charge adjuvante de nos patientes. Mais bien sûr, c'est une étude qui a des limites, notamment c'est une étude rétrospective, monocentrique, avec un suivi qui était autour de 2 ans, qui était de 25 mois de suivi moyen, et un effectif dans certains sous-groupes surtout qui était plutôt faible. Bien sûr, cette technique a un coût, et du coup, ça limiterait l'accès à ces analyses et l'accès aussi au plateau de biologie moléculaire qui nécessite aussi une expertise particulière. Et aussi, bien sûr, ce qui est important, c'est le temps nécessaire à l'obtention des résultats qui ne doit pas aller à l'encontre d'une prise en charge adaptée de nos patientes. Mais tout ça, même si ça a un coût, ça permet quand même d'éviter des traitements adjuvants qui seraient chers et lourds pour nos patientes. Les perspectives dans ce domaine, bien sûr le diagnostic en préopératoire qui se fait maintenant dans pas mal d'endroits, et le diagnostic moléculaire sur les biopsies qui permettrait d'orienter rapidement nos patientes et de pouvoir anticiper un petit peu sur les suites. Et bien sûr le programme de TransPORTEC, le programme RAINBOW, qui va permettre d'étudier les traitements adjuvants en fonction des analyses moléculaires ou bien sûr l'absence de traitement pour certains. Et PORTEC 4 qui a ouvert des inclusions pour les groupes de risque intermédiaires élevés. Et donc voilà des études à venir. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Et alors, il y a un micro, donc... ouais. J'avais juste une question sur 900 fièvres d'hystérectomie initialement, 802 n'ont jamais pu être réanalysées. Ouais. Vous savez pourquoi? Parce que normalement, principalement, c'était... Comment? Là, en fait, la qualité de l'ADN, c'était des pièces qui étaient conservées depuis longtemps, et je pense que possiblement les techniques de conservation de l'ADN n'ont pas permis de réanalyser de façon assez importante et suffisante
pour avoir ces données de biologie moléculaire, d'immunohistochimie qui auraient été utiles. En fait, on avait besoin de tout le panel d'analyse, et en biologie moléculaire et en immunohistochimie, et ça, c'était pas faisable sur toutes les pièces, sur la majorité des pièces d'ailleurs qui ont été exclues, et on a bien sûr gardé que les cancers. Oui, j'avais la même question, et effectivement, c'est un point important. C'était des blocs paraffines, c'est ça? Oui, la plupart. Ouais. Donc vous les avez tous testés pour voir la qualité de l'ADN avant de faire des... En tout cas, le laboratoire les a testés, ouais. D'accord, ok. Shérif, je sais pas. Ouais, bon, bravo pour ce travail. Ça montre quand même bien la modification des stratégies et l'impact que ça peut avoir. On va passer à l'orateur suivant parce que le temps passe. Ou l'oratrice. Donc c'est Eya Jaffar. Bonjour à tous. Donc, je me présente Eya Jaffar et je vais vous parler de mon travail sur l'impact du ganglion sentinelle sur la survie des patientes atteintes du cancer de l'endomètre à haut risque de récidive. Donc un petit mot sur le groupe à haut risque de récidive. On l'a défini dans notre étude selon la classification de 2016, donc les patientes qui avaient un carcinome endométrioïde de FIGO 1B, de haut grade, FIGO 2 et 3, et les non-endométrioïdes, donc ce qui correspondrait actuellement avec la classification de 2021 à des patientes du groupe risque élevé et haut intermédiaire. Ce groupe de patientes connaît une atteinte ganglionnaire pelvienne dans 28% des cas et lombo-aortique dans 22% des cas, et on sait que le principal facteur pronostic du cancer de l'endomètre, c'est l'atteinte ganglionnaire. Donc, pour cela, il est recommandé actuellement de réaliser pour ce groupe de patientes une exploration ganglionnaire pelvienne plus ou moins lombo-aortique. L'exploration ganglionnaire, elle est réalisée aujourd'hui pour tous les groupes par ganglion sentinelle. En effet, il a une très bonne sensibilité et une excellente valeur prédictive négative, et avec beaucoup moins de complications opératoires, notamment sur le développement du lymphodème, et avec un temps opératoire moins long que le curage. L'objectif de notre étude était de comparer la survie relative au cancer de l'endomètre en fonction du type d'exploration ganglionnaire pour les patientes, soit ganglion sentinelle, soit curage ganglionnaire d'emblée. Pour répondre à cette question, on a travaillé sur la base de données de la SER programme. C'est une base de données américaine, et on avait travaillé sur 18 registres. On avait sélectionné une population qui avait eu un diagnostic du cancer de l'endomètre entre 2000 et 2017. On a inclus les patientes qui avaient des carcinomes endométrioïdes, des séreux, des cellules claires ou carcinosarcomes, et localisés à l'utérus avec une extension T1A, T1B et T2, et le groupe à haut risque de récidive, comme on l'avait défini au début. Et on a exclu toutes les patientes qui avaient une atteinte plus avancée sans tenir compte de l'atteinte ganglionnaire. On a donc obtenu environ 200 000 patientes qui avaient eu un diagnostic du cancer de l'endomètre entre 2000 et 2017. Donc ces patientes, environ 14 000 répondaient aux critères d'inclusion. Donc ces 14 000 patientes ont été opérées avec hystérectomie totale et annexectomie bilatérale, et soit ganglion sentinelle, soit curage pelvien d'emblée. Après appariement une par une, sur les rangs d'âge, les rangs d'année du diagnostic, l'ethnie, le type histologique, le grade et l'extension tumorale, on a obtenu deux groupes de 361 patientes identiques sur ces critères. Donc on a obtenu deux groupes de patientes très comparables, avec un âge moyen de 65 ans, un type histologique prédominant endométrioïde et séreux, donc comme la population générale, et un grade histologique prédominant donc de haut grade, et une extension tumorale assez homogène au sein des deux groupes. Les 7 FIGO majoritaires étaient plutôt 1 et 2, avec une taille moyenne dans les deux groupes assez similaire de 4,5 cm. Et donc cette partie est un peu plus importante pour le tableau. Donc dans le groupe ganglion sentinelle, on avait, pour les patientes qui avaient eu uniquement un ganglion sentinelle, une moyenne de 3 ganglions par patiente explorée. On avait un tiers de ce groupe qui avait eu un curage pelvien complémentaire. Et dans les patientes qui avaient eu donc GS et curage pelvien, ce tiers de patientes, une moyenne de 8 ganglions par patiente qui est explorée. Dans ce groupe ganglion sentinelle, 62 patientes avaient un statut pelvien positif. Dans le groupe curage pelvien, on avait environ une moyenne de 16 ganglions par patiente qui est explorée, et 48 patientes qui avaient un statut pelvien positif. Donc plus de ganglions avec un statut ganglionnaire pelvien, plus de patientes avec un statut ganglionnaire pelvien positif dans le groupe sentinelle. Dans le groupe sentinelle, on avait un tiers qui avait eu un curage lombo-aortique complémentaire et 2 tiers dans le groupe curage pelvien.
Ensuite, donc, on a comparé la survie relative à 5 ans des deux groupes et on n'avait pas de différence significative entre les groupes ganglion sentinelle et curage sur la survie relative au cancer de l'endomètre. Ensuite, on a testé des variables de confusion possibles et l'âge, la taille tumorale et le stade FIGO final étaient les variables qui étaient significativement liées à la survie relative. Et après analyse multivariée, on n'avait toujours pas de différence significative entre les deux groupes sur la survie. Donc, un petit mot sur la biblio. On avait à peu près les mêmes idées qui ressortaient que la littérature, avec l'absence, une étude publiée en 2019, donc une méta-analyse sur 6 études rétrospectives qui ne retrouvaient pas de différence significative sur la récidive globale et la récidive ganglionnaire entre les groupes GS, seul et curage. D'autres études plus récentes ont évalué ce que cela impactait sur la survie des patientes et Ignatov en 2020 avait publié une étude qui ne retrouvait pas de différence significative sur la survie sans récidive et en 2021 une étude par Nassoudi qui ne retrouvait pas de différence sur la survie globale des patientes. Dans notre étude, dans le groupe ganglion sentinelle, on avait plus de patientes avec un statut ganglionnaire positif que dans le groupe curage. Et ça rejoint un peu l'étude de Holloway publiée en 2016, qui avait comparé un groupe de patientes qui avaient des ganglions sentinelles plus curage versus curage seul. Et dans le groupe ganglion sentinelle plus curage, on avait plus de détection de métastases ganglionnaires, plus donc de cas classés risque élevé, et donc plus de traitements adjuvants reçus. Il était à noter que 50% des ganglions positifs de ce groupe étaient détectés uniquement par ganglion sentinelle. Notre étude est intéressante car elle est multicentrique avec un vaste échantillon de patientes. On a réalisé un appariement et une analyse multivariée. Néanmoins, elle comporte pas mal de limites, donc elle est rétrospective sur une base de données, avec une période d'étude qui a comporté une mise à jour de la classification FIGO en 2009 et des données manquantes qui auraient été intéressantes d'explorer pour réaliser un ajustement dessus. En conclusion, donc on ne trouvait pas de différence significative sur la survie relative entre les groupes ganglion sentinelle et groupe curage d'emblée. Ça permet de parler un peu de la sécurité oncologique du ganglion sentinelle. Donc les patientes avec un ganglion sentinelle seul n'avaient pas une moindre survie que celles qui avaient eu un curage. Une meilleure détection dans le groupe curage. On n'avait pas mis en évidence de bénéfices du curage sur la survie donc dans la population. Et c'est en accord avec les recommandations actuelles, donc réaliser un ganglion sentinelle pour tous les groupes tant que possible. Et il serait intéressant de réaliser un essai contrôlé randomisé afin d'homogénéiser les pratiques, optimiser la prise en charge. Et évidemment, on ne peut pas parler de survie sans parler de données pronostiques telles que données immunohistochimiques et moléculaires qu'on n'avait pas dans notre étude. Et Yann, merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bonjour, Sabrina Croce, pathologiste à Bordeaux. Merci pour votre présentation, c'est très intéressant. J'avais une question. C'est très difficile à remettre à jour les séries, surtout en vue de la classification moléculaire et de l'impact des TLS dans l'endomètre, surtout ce dernier point. Quand vous avez comparé la population ganglion sentinelle versus curage, est-ce que vous avez pu vraiment à la multivariée, évaluer que les deux populations étaient équivalentes, parce qu'en termes de survie, comment on peut comparer un high copy variation, P53 muté, versus la catégorie Paul, MSI, voilà. Je sais que c'est très difficile. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Oui, alors c'est une base de données où on n'avait pas du tout cette donnée-là. Il y a pas mal de données manquantes, notamment ces données immunohistochimiques, donc ça simplifie un peu les choses pour faire l'étude, mais effectivement, il y a pas mal de biais qui peuvent être présents, et notamment ces informations-là sont importantes, qu'on n'avait pas. Bonjour, Yoann Carbage à Lille. Moi, j'ai une petite question sur... parce que le GS aussi, on le voit un petit peu aussi, l'intérêt dans l'ultrastratification, de guider aussi peut-être éventuellement les champs d'irradiation. Est-ce que vous avez des notions de sentinelles peut-être aberrants qui ont été retrouvées un petit peu plus haut, ou est-ce que dans votre population de sentinelles positifs, est-ce que dans le curage lombo-aortique, qu'est-ce que ça avait donné, ou est-ce que c'est des données sur ces registres qui sont, on le sait, on n'a pas toutes les informations. Est-ce que ce type d'informations-là, vous les avez retrouvées ou pas du tout?
Donc, est-ce que j'avais dans mon ganglion sentinelle, est-ce qu'il y avait des localisations qui étaient un peu aberrantes et inhabituelles, c'est ça? Oui, à quel endroit ça se situait? Est-ce que c'était vraiment tout le temps en pelvien? Et puis, dans votre population de ganglions sentinelles positifs en pelvien, est-ce que parce qu'il y en a un certain nombre il y a une bonne partie de votre population qui a eu aussi un curage lombo-aortique. Qu'est-ce que ça a donné dans cette population-là spécifique? La limite de cette étude, c'est qu'on ne sait pas trop pourquoi ils ont eu ce complément, soit de curage pelvien, soit de curage lombo-aortique. C'est un peu le dessous de ma question. C'est ça. Et comme c'est une base donnée, on récupère une base et on n'a pas trop les explications. Donc ça, j'ai pas trop la réponse. Mais j'ai essayé de limiter au maximum les imprécisions, c'est-à-dire que j'ai supprimé des patientes où j'avais où c'était noté qu'on voulait faire un ganglion sentinelle, mais finalement on trouvait un ganglion, enfin des choses qui étaient imprécises et difficiles à comprendre. Donc j'ai éliminé le maximum d'informations imprécises. Je sais pas si ça. Ouais, c'est une très belle étude, hein, mais c'est pour aller un petit peu plus loin. Oui, c'est vrai. Merci. Et c'est très bien. Enfin, je pense que le point fort, c'est de pouvoir exploiter cette base et trouver. Enfin, je sais pas, vous avez combien de mille de cas? C'est énorme. Et on peut trouver ce qu'on veut chercher. C'est peut-être pas la bonne question aujourd'hui. Est-ce que le ganglion sentinelle est pertinent ou pas? On peut peut-être aller un peu plus loin. Mais c'est une très belle étude. Bravo. Merci. On va appeler l'orateur suivant, l'oratrice suivante. Donc j'ai pas les noms, donc je suis désolé, mais je crois que c'est. Voilà, donc Virginie Collin. Donc bonjour, merci de me permettre de présenter mon travail aujourd'hui. Je suis Virginie Collin-Boun, chef de clinique à l'hôpital à Strasbourg. Donc je vais vous présenter mon travail concernant l'étude observationnelle préliminaire de la mise en place de la CHIP dans le cancer de l'ovaire, donc au sein du service de chirurgie gynéco à Strasbourg. Donc la prise en charge actuelle définie par l'INCa, c'est qu'on peut proposer la CHIP pour les patientes qui ont bénéficié d'une chimiothérapie néoadjuvante 3 à 4 cycles lors d'une chirurgie de réduction tumorale qui serait complète, en plus de la chimiothérapie adjuvante. Donc, le choix du protocole repose sur l'étude de Vandriel, donc de la cisplatine, 100 mg par mètre carré, qui est distribuée de 50 mg par mètre carré au début d'intervention, 25 mg par mètre carré à 30 minutes, puis à 60 minutes, sur une durée totale de 90 minutes, pour une température de 40-41 degrés Celsius, associée à une hyperhydratation et une néphroprotection par thiosulfate de sodium en IV. La question qui peut se poser, c'est qu'on peut proposer donc cette CHIP, mais par quelle voie d'abord? Donc, plusieurs études, alors là c'est non exhaustif, mais plusieurs études prouvent que la chirurgie mini-invasive, donc par laparoscopie, peut être envisagée pour la prise en charge des patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire avancé qui ont subi une chimiothérapie néoadjuvante, bien évidemment chez des patientes sélectionnées avec une chirurgie qu'on considère comme standard et qui ont une bonne réponse à la chimiothérapie néoadjuvante. Donc dans ce concept, la question de la faisabilité de la CHIP par cœlioscopie se pose, puisqu'on sait qu'on peut opérer par cœlioscopie en chirurgie de réduction tumorale maximale. Est-ce qu'on finalement ne pourrait pas faire en plus cette CHIP par cœlioscopie pour être le plus possible mini-invasif? Donc, l'objectif principal de cette étude était de décrire la mise en place de la CHIP dans un centre expert, donc les résultats per- et post-opératoires, les complications éventuelles, et le plus important, c'était le délai notamment entre la chirurgie et la chimiothérapie adjuvante. Et l'objectif secondaire était de comparer les voies d'abord pour la CHIP, donc la laparotomie versus la laparoscopie. Comment peut-on faire la CHIP par cœlioscopie? Donc, comme les images le montrent, on met 5 drains qui sont répartis en 4 entrées, donc la coupole à droite, la coupole à gauche, en superficielle et dans le pelvis, et une sortie qui est représentée en bleu. Donc le design de l'étude, c'était une étude de cohorte descriptive, monocentrique et rétrospective des patientes qui ont bénéficié d'une CHIP donc dans le service entre 2019 et 2021. La population d'étude, c'était tous les patientes avec un cancer épithélial primaire de l'ovaire, des trompes ou du péritoine de stade FIGO 3. Et on avait 4 patientes de FIGO 4, initialement non résécables après 3 ou 4 cycles de chimiothérapie IV et qui étaient R0 lors de la chirurgie d'intervalle. Au total, on avait 21 patientes éligibles à la CHIP, 5 ont été exclues, 2 parce qu'il y a eu des complications péropératoires qui rendaient le geste pas possible, une puisque la chirurgie n'était pas possible en R0, et 2 patientes qui participaient à l'étude CHIPOR et qui étaient randomisées dans le groupe sans CHIP. Donc au total, 16 patientes ont été incluses, 9 par celio et 7 par laparotomie.
Donc quand on reprend les caractéristiques de notre cohorte, on n'avait pas de différence significative quand on comparait la cœlioscopie versus la laparotomie concernant l'âge, l'IMC, la gestité, la parité, le stade FIGO, le score ASA, le CA125 et l'approche chirurgicale diagnostique. Par contre, on constate que la majorité des patientes ayant pu bénéficier d'une cœlioscopie avaient plus d'annexectomie lors du diagnostic que finalement les patientes avec une laparotomie. Donc au final, même si le PCI au diagnostic était comparable, on peut quand même se poser la question de finalement qu'elles étaient moins envahies, entre guillemets. Concernant les données chirurgicales, on avait le même nombre de cures de chimiothérapie néoadjuvante. Le délai entre la chimio néoadjuvante et la CHIP était les mêmes. Idem pour le temps de chirurgie seule. Par contre, on constate que le CA125 après chimiothérapie néoadjuvante était beaucoup plus bas chez les patientes qui ont eu une cœlioscopie que pour celles qui ont eu une laparotomie. Et pareil, on constatait qu'il y avait une durée d'hospitalisation totale en jours qui était moins importante chez les patientes ayant eu une cœlioscopie que par laparotomie, puisque 5 patientes sont sorties en moins de 10 jours dans le groupe laparoscopie contre aucune en laparotomie. Alors, donc notre critère également, c'était le délai entre la CHIP et la chimiothérapie adjuvante. Donc, dans l'étude de Vandriel, le délai moyen de chimio était de 33 jours. Pour l'INCa, les recommandations, c'est qu'il faut avoir 6 semaines max entre la fin de la chirurgie et la chimiothérapie. Et nous, dans notre étude, on était à moins de 6 semaines dans 57% des cas par cœlioscopie, 42% par laparotomie, avec une différence non significative entre les deux groupes. Donc au final, on était bien dans les critères de l'INCa. Et concernant les récidives, on n'avait pas de différence significative entre les deux groupes, mais bien sûr, on avait un recul qui était quand même pas très long pour l'instant. Donc, s'il s'agit de la seule étude qui décrit la réalisation de la CHIP par voie cœlioscopique dans la prise en charge du cancer de l'ovaire, une étude de Rodriguez, Ortiz et Hall avait évalué 825 patientes en carcinose avec des origines tumorales diverses. Il ne montrait pas de différence significative concernant la morbimortalité post-opératoire et les résultats oncologiques précoces. Le séjour hospitalier était significativement plus court, comme ce que l'on a dans notre étude, et la reprise de la chimio plus rapide. Bien sûr, il s'agit d'études sur des petits effectifs, ce qui nécessite un suivi à long terme pour la sécurité oncologique. En conclusion, la faisabilité de la CHIP dans un service de chirurgie-gynéco avec un plateau technique adapté est tout à fait possible. La CHIP reste une option thérapeutique dans la prise en charge initiale chez des patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire de stade avancé. Ça nous a permis de rapporter les premiers cas de CHIP par celio chez des patientes qui sont sélectionnées et ça montre la possibilité de la CHIP par voie mini-invasive. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Virginie pour cette belle étude. Est-ce que vous avez des questions? Henri. Bonjour, merci beaucoup pour ce travail très intéressant. Ma question c'est, là vous parlez de la CHIP par cœlioscopie. C'est déjà l'étape d'après de la chirurgie de cytoréduction par cœlioscopie, qui est un sujet très intéressant également. Ma question c'est quels sont vos critères de sélection et comment vous gérez ça en pratique à Strasbourg, puisque j'ai l'impression que c'est une pratique que vous faites maintenant, puisque vous avez publié un petit peu dessus déjà à plusieurs reprises. Donc comment vous gérez un peu cette voie d'abord chirurgicale maintenant pour les patientes que vous traitez pour un cancer de l'ovaire? Alors, je vous permets de m'interrompre si je dis une bêtise, professeur Acladius, mais en pratique, toutes les patientes qui sont R0 chirurgicalement considérées comme résécables par cœlioscopie lors de la chirurgie d'intervalle et qui peuvent bénéficier d'une CHIP sont à ce moment-là faits en voie mini-invasive. Si la chirurgie est possible par voie cœlioscopique, on va forcément faire la CHIP par voie mini-invasive, mais d'emblée, c'est sûr que de toute façon, au moment de la chirurgie, on fait d'abord une cœlio-explo. Si on voit que c'est résécable par voie cœlioscopique, on poursuit dans le geste. Si on voit que c'est non résécable par voie cœlioscopique, à ce moment-là, on convertit. Ce qui explique d'ailleurs les différences entre les deux groupes. On voit clairement qu'il y a une sélection des patientes. Oui, bien sûr, mais donc du coup, ma question reposait plutôt sur la sélection des patientes pour amont, la chirurgie de cytoréduction. En amont. Ça, je comprends bien que vous faites la CHIP par voie cœlioscopique quand vous avez fait la chirurgie de cytoréduction par cœlioscopie. Mais du coup, maintenant, de manière
relativement courante, quand vous pouvez faire cette chirurgie de cytoréduction par célioscopie, vous le faites. Vous ne faites plus de laparotomie systématique pour des patientes qui ont un cancer de l'ovaire avancé, résécable, entre guillemets, par voie mini-invasive. Voilà, ça commence par une celio-explo et ensuite on voit en fonction, lors de l'intervention, si on doit convertir ou si on peut poursuivre. D'accord, vous n'avez pas de critères fixes de décision? Pas à mon avis, mais peut-être que je dis une bêtise. Je pense que c'était une question, c'est la question. Bon, si vous voulez, on commence d'abord par une évaluation au scanner, comme d'habitude. Si on a une bonne scanner et CA125, si on a une bonne régression du marqueur, on considère que la patiente est opérable à 3 ou 4 cures. On fait une exploration célioscopique, on fait en 2 temps. On fait une exploration célioscopique, comme pour la première fois, on explore tous les détails, tous les coins et les recoins, et on décide de faire l'intervention par celio ou par lap, d'emblée. Si on décide de faire par celio, pendant l'intervention, si à un moment donné, on est face à une situation où on ne peut pas enlever, ben on passe en lap. Oui. Ça veut dire on avance par étapes, et à la fin, il faut qu'on soit R0, et à partir du moment où on est R0, eh bien, on peut faire par celio ou par lap. Merci beaucoup. Et vous ne vous retrouvez pas en difficulté sur les explorations des biplons, du mésentère, des choses comme ça? On est toujours en difficulté, cher ami, dans le cancer de l'ovaire. Tu le sais bien. En fait, si. Oui. Oui, c'est vrai. Mais en fait, quand on se fâche un peu, on arrive quand même à trouver. On va s'arrêter là parce que le temps passe. Merci beaucoup. Donc je crois que c'est Marie derrière. C'est ça. Voilà, Marie Méter. Bonjour à tous, moi je suis assistante au centre hospitalier de Versailles et je vais vous présenter un travail que j'ai réalisé avec le docteur Azaïs et le service de gynéco de l'hôpital européen Georges Pompidou, qui traite de l'impact pronostic du schéma thérapeutique chez les patientes atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire de stade FIGO 4. C'était une étude multicentrique à partir de la cohorte du groupe Francogine. Donc les patientes qui ont un cancer épithélial de l'ovaire de stade FIGO 4 ont une survie globale à 5 ans de 20%, et elles peuvent être traitées en fonction de leur index carcinose-péritonéal par une chirurgie de cytoréduction première, une chimiothérapie néoadjuvante avec une chirurgie intervallaire ou une chimiothérapie seule, avec pour objectif l'absence de résidus tumoral, qui est un facteur pronostic majeur largement démontré. L'objectif de notre étude, c'était de décrire la chirurgie des patientes prises en charge pour un cancer épithélial de l'ovaire de stade FIGO 4 et d'étudier l'impact pronostic du schéma thérapeutique chez ces patientes. Donc, le design de notre étude, c'était une étude de cohorte rétrospective multicentrique à partir de la base de données de Francogine. On a inclus toutes les patientes qui avaient un cancer de l'ovaire de stade 4 prise en charge entre juillet 2000 et décembre 2020. Et on a exclu les patientes qui présentaient une tumeur non épithéliale ou pour lesquelles on avait trop de données manquantes. Donc, quelles étaient les modalités de prise en charge? Toutes les patientes ont eu une évaluation pré-thérapeutique, clinique, avec notamment l'évaluation du score ASA, si nécessaire des consultations oncogénétiques et oncogériatriques, biologiques avec le dosage du CA125 et d'imagerie avec au minimum un scanner thoraco-abdominopelvien. Le diagnostic initial était porté par une biopsie radioguidée ou chirurgicale et le schéma thérapeutique dépendait de la célioscopie d'évaluation initiale avec le calcul de l'index de carcinose péritonéale. Donc soit elles étaient éligibles à la chirurgie de cytoréduction première, soit elles avaient une chimiothérapie qui était suivie si possible d'une chirurgie intervallaire et sinon une chimiothérapie seule. Elles étaient surveillées, notamment au niveau des complications post-opératoires qui étaient classées selon la classification de Clavien-Dindot. Notre critère de jugement principal, c'était la survie globale, et notre critère de jugement secondaire, la survie sans progression. Les analyses statistiques étaient des analyses standards en fonction du type de variable, et puis les courbes de survie de Kaplan-Meier ont été comparées à l'aide d'un test du log-rank. Donc voici nos résultats. On avait 2252 patientes qui présentaient une tumeur ovarienne maligne, après exclusion des données manquantes, des patientes qui avaient un stade FIGO 1 à 3, des tumeurs non épithéliales et des patientes pour lesquelles la localisation métastatique initiale était inconnue. On a recensé 307 patientes qui avaient un carcinome épithélial de l'ovaire de stade FIGO 4.
Parmi elles, il y en a 4 qui n'ont pas pu être traitées, 48 qui ont une chirurgie de cytoréduction première et 255 qui ont d'abord commencé par une chimiothérapie. Et parmi elles, 179 ont pu avoir une chirurgie intervallaire. Donc voici l'analyse descriptive de la chirurgie avec à gauche 48 patientes qui ont été traitées par chirurgie première et à droite 179 patientes qui ont eu une chirurgie d'intervalle. On note sans surprise que l'index de carcinose péritonéale initiale était plus faible chez les patientes qui ont eu une chirurgie première et qu'il y avait plus de résections digestives, plus de résections hépatiques et plus de complications post-opératoires chez ces patientes. Et donc que ces patientes étaient sujettes à des chirurgies plus complexes. Donc pour ce qui est des courbes de survie en fonction du schéma thérapeutique, on avait 76 patientes en bleu qui étaient traitées par chimiothérapie seule, 179 patientes en jaune qui ont eu une chimiothérapie néoadjuvante avec une chirurgie intervallaire et 48 patientes en gris qui ont eu une chirurgie de cytoréduction première. Sans surprise également, on voit que de manière significative, les patientes traitées par chirurgie avaient une meilleure survie globale. En revanche, c'était non significatif entre la chirurgie intervallaire et la chirurgie première. Pour ce qui est de la survie sans progression, il n'y avait pas de différence significative retrouvée. Donc, le schéma thérapeutique et notamment la possibilité d'opérer ces patientes avait un impact sur la survie globale. On a dichotomisé les stades FIGO 4A et les stades FIGO 4B et on voit que pour les FIGO 4A, on avait une différence significative entre les patientes traitées par chimiothérapie seule et celles traitées par chirurgie et une tendance, mais qui malheureusement n'était pas significative, en faveur de la chirurgie première, avec une survie globale médiane de 60 mois versus 32 mois pour la chirurgie intervallaire et une survie globale à 5 ans de 37,5% versus 20% pour la chirurgie intervallaire, probablement non significatif parce que l'effectif était faible avec seulement 11 patientes dans la chirurgie première. Pour les patientes de stade FIGO 4B, c'était effectivement tout à fait en faveur de la chirurgie intervallaire ou première, sans différence pour le timing chirurgical. Donc pour les stades FIGO 4A, une tendance non significative en faveur de la chirurgie première. Pour discuter de l'impact du schéma thérapeutique, donc voilà, on s'attendait à ce résultat. La chirurgie, les patientes qui ont une chirurgie ont une meilleure survie globale que les patientes traitées par chimiothérapie seule, sans impact sur la survie sans progression. Probablement que les patientes traitées par chimiothérapie seule avaient une maladie initialement plus grave et un moins bon état général initial. Les patientes traitées par chirurgie première avaient une chirurgie plus complexe avec plus de complications post-opératoires et on notait une tendance non significative à améliorer la survie globale. Peut-être par manque de puissance, il y a une étude qui a été très bien menée en 2016 qui a comparé 3200 patientes traitées par chirurgie première versus 1300 patientes traitées par chirurgie intervallaire. Toutes ces patientes étaient avec un résidu tumoral nul, qui est le facteur pronostic majeur, et on notait une différence significative de la survie globale médiane, avec 63 mois pour la chirurgie première versus 32 mois pour la chirurgie intervallaire. Donc la question est, est-ce que la chirurgie première améliorerait la survie globale avec un peu plus de puissance ? Quelles sont les forces de cette étude et les limites ? Les limites, c'est son caractère rétrospectif avec le biais d'information qui en découle, les données manquantes, et puis l'absence d'ajustement des résultats, notamment sur l'index de carcinose péritonéale. Les forces, c'est le fait qu'elle est multicentrique, ce qui lui confère une bonne validité externe, le nombre de patientes incluses, et puis le fait que la population soit ciblée sur les stades 4 et non sur les stades avancés, ce qui est la plupart du temps le cas. Donc on a montré un impact favorable du traitement chirurgical avec une tendance en faveur de la chirurgie première en termes de survie globale et en revanche une tendance en faveur de la chirurgie intervallaire pour diminuer la morbidité péri- et post-opératoire. Et donc la conclusion, c'est de sélectionner au mieux nos patientes parce que même les patientes de stade FIGO 4 bénéficient de la chirurgie. Je vous remercie. Bravo Marie. Est-ce que vous avez des questions ? Enfin, le temps qu'il arrive, Yann, je voudrais seulement féliciter quand même Marie qui est très modeste. Il faut savoir que ce papier vient d'être publié dans Cancer. C'est pas celui-là, c'est celui d'après. En tout
cas, c'est donner cette idée-là, avec un impact facteur de 6 quand même. Bravo. Merci. Ouais, bravo pour ce travail. Moi, j'avais une question un peu provoque, mais donc, en fait, avec les résultats de ton étude, est-ce que tu recommanderais d'opérer en fait finalement tous les stades 4, quitte à laisser un peu de maladie et laisser faire la chimio derrière, ou est-ce que tu penses qu'il faut quand même mettre un frein et des critères un peu plus spécifiques? Moi, je pense qu'il faut raison garder que les patientes opérables, il faut absolument les opérer et ne pas dire elles sont stade 4, donc de toute façon leur pronostic est mauvais et donc on n'y va pas. En revanche, les patientes voilà, qui ont un mauvais état général, elles peuvent aussi mourir des complications de leur chirurgie plus précocement que de leur cancer. Donc je pense qu'il faut raison garder. Je parle bien sûr de celles qui sont opérables. Hein. Oui. Dans ce cas, sur le plan général, pas une patiente qui serait OMS 3 ou 4, une patiente OMS 1 ou 2, tout stade 4 confondu. Est-ce qu'avec les données que tu as travaillées, est-ce que tu penses que si on laisse une lésion hépatique qui est pas atteignable, est-ce qu'il faut faire la cytoréduction au maximum et puis la mettre en chimio? C'est difficile comme question. Ouais. C'est pas l'objectif de l'étude. Hein. C'est ça qu'il faut répondre. C'est la bonne réponse à cette question. Bravo pour ce travail, vraiment. Moi, j'avais juste une question sur les types histologiques, parce que le type histologique peut jouer notamment à la réponse à la chimiothérapie. Il y avait quelque chose qui influençait ou pas? Vous avez rien ressorti là-dessus? Non. D'accord. Non. Merci beaucoup. Donc, je vais inviter, bravo pour ce travail. J'invite Maureen Cohen. C'est pas moi. Faut que je clique. Merci. Bonjour, je suis Maureen Cohen, je travaille au CHU de Grenoble et j'ai effectué un interchu au Centre Jean Perrin où j'ai pu mener cette étude sur la prise en charge chirurgicale des cancers de l'ovaire de stade avancé après chimiothérapie néoadjuvante. Une étude rétrospective qui visait à comparer la prise en charge chirurgicale après 3 cycles de chimiothérapie ou plus. En introduction, le cancer gynécologique reste le cancer le plus létal dans les pays développés avec 150 000 décès par an. Une survie globale à 5 ans qui reste mauvaise, tous stades confondus, et surtout un diagnostic qui reste réalisé à un stade avancé. Le traitement standard est la chirurgie de cytoréduction pour obtenir un résidu tumoral nul, qui est le facteur le pronostic le plus important en termes d'impact sur la survie, suivi d'une chimiothérapie à base de sel de platine. Et pour les patientes dites non résécables dues à une maladie trop étendue ou des patientes en trop mauvais état général, la chimiothérapie néoadjuvante est l'alternative validée, suivie d'une chirurgie d'intervalle. Les recommandations sont donc de réaliser cette chimiothérapie 3 à 4 cycles, réaliser une réévaluation, puis de réaliser la chirurgie. Cependant, lors de la réévaluation, la chirurgie n'est pas toujours réalisable et le nombre de cures administrées par la suite ne fait pas consensus. Les études sont très contradictoires en termes de survie globale, de survie sans progression, de taux de résection et de résidus anatomopathologiques tumorales. Donc, nous avons mené une étude unicentrique rétrospective avec des patientes présentant un cancer de l'ovaire de stade avancé entre 1997 et 2017. On avait inclus les stades FIGO 3C et 4 qui bénéficient d'une prise en charge par chimiothérapie néoadjuvante. Critères de jugement principal s'intéressaient à la survie globale et à la survie sans récidive. Et les critères de jugement secondaire regardaient la morbidité opératoire et les taux de résection complète. Nous avons réalisé des analyses en multivariées pour la survie globale et la survie sans progression, et la p-value était fixée, comme d'habitude, à 0,05. Donc nous avions 239 patientes, 84 avaient bénéficié d'une chirurgie première, 155 d'une chimiothérapie néoadjuvante. 5 patientes ont été perdues de vue, 8 patientes ont été opérées par célioscopie et 2 patientes n'ont jamais pu être opérées. Au total, nous avions 45 patientes qui ont bénéficié de 3 cycles ou moins de chimiothérapie et 95 patientes qui ont bénéficié de plus de 3 cycles. Nos groupes étaient comparables en termes d'âge, de statut OMS. Le sous-type histologique le plus retrouvé, il était habituellement le type CRE2 au grade. Cependant, il y avait plus de stade 3 dans le groupe bénéficiant de moins de 3 cycles ou 3 cycles et plus de stade 4 dans le groupe bénéficiant de plus de 4 cycles. En termes de résultats, nous n'avions pas de différence sur la survie globale entre les deux groupes. On avait une tendance à une meilleure survie sans progression dans le groupe bénéficiant de moins de cycles de chimiothérapie, donc opéré plus tôt, mais sans différence statistiquement significative. Il n'y avait pas de différence significative avec une p-value à 0,09 en termes de taux de résection complète.
Il y avait moins de pelvectomies postérieures réalisées dans le groupe bénéficiant de plus de cycles de chimiothérapie, avec une différence statistiquement significative. Moins de carcinosus mésocolique et donc moins de jet diaphragmatique dans le groupe bénéficiant de plus de 3 cycles de chimiothérapie, mais sans différence statistiquement significative. Il s'agit d'une petite étude unicentrique rétrospective avec des schémas exacts de chimiothérapie qui n'étaient pas toujours parfaitement connus. L'utilisation des inhibiteurs de PARP n'était pas retrouvée dans les dossiers car encore dans le cadre d'études. Nos groupes n'étaient pas comparables, cependant assez représentatifs de ce qui se passe tous les jours, c'est-à-dire des patientes avec une maladie plus avancée qui bénéficient souvent de plus de cycles de chimiothérapie. La chirurgie de cytoréduction dans le cancer de l'ovaire de stade avancé n'est donc pas toujours réalisable en première intention. La chimiothérapie néoadjuvante est une alternative validée. Le nombre de cycles optimal à administrer ne fait pas consensus. Dans notre étude, on avait quand même une tendance à montrer une diminution de la morbidité opératoire sans altération de la survie. Et dans un groupe de moins bons pronostics initialement, on n'avait pas de différence de survie non plus. Donc on a quand même l'impression qu'augmenter le nombre de cycles de chimiothérapie serait bénéfique pour les patientes avec une maladie plus agressive. La complexité de la prise en charge de ces patientes entre la balance entre faible morbidité et amélioration de la survie nécessite une prise en charge en centre spécialisé. Et nous avons besoin d'études d'essais de phase 3 et peut-être que l'essai chrono en cours d'inclusion nous permettra de répondre à cette question ou pas. Je vous remercie. Merci pour cette étude, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant. Alors là, on est en plein dans le consensus de la prise en charge actuelle. C'est quand même intéressant de voir que quand elles ont plus de cures, elles ont moins de résections postérieures et une chirurgie qui va finalement être moins morbide pour une survie équivalente. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Si c'est un sujet qui fait consensus. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, bravo pour ce travail. Et on va pouvoir appeler à nouveau Maureen. Marie Métairie. Marie, on aurait dû te laisser faire tes 2 présentations à la suite. Donc ça, c'est un travail qui traite de l'impact pronostic de la localisation métastatique initiale chez les patientes qui sont atteintes d'un cancer épithélial de l'ovaire de stade FIGO 4. C'est toujours une étude multicentrique à partir de la cohorte franco-gine. Donc le cancer de l'ovaire, comme vous le savez, c'est une entité hétérogène et on a décidé de s'intéresser uniquement au cancer d'origine épithéliale et au stade FIGO 4 parce que c'est des patientes qui ont une survie globale à 5 ans qui est estimée à 20%. Donc les stades FIGO 4A qui correspondent à l'atteinte pleurale initiale et les stades FIGO 4B qui correspondent à l'atteinte ganglionnaire extra-abdominale, notamment inguinale et sus-diaphragmatique, et à l'atteinte parenchymateuse. La question sur l'impact de la localisation métastatique initiale est débattue avec des résultats différents dans la littérature. Il y a plusieurs études qui ne montrent pas de différence significative en termes de survie globale entre les stades FIGO 4A et les stades FIGO 4B. En 2018, une étude montre une meilleure survie globale des stades FIGO 4B et une autre étude montre que les patientes qui ont une atteinte ganglionnaire extra-abdominale isolée ont un meilleur pronostic que les autres. Donc notre objectif, c'était d'évaluer l'impact pronostic de cette dichotomisation des stades 4 en stade FIGO 4A et stade FIGO 4B, et puis d'évaluer l'impact pronostic de la localisation métastatique initiale chez ces patientes. Donc le design de l'étude était le même, toujours une étude de cohorte rétrospective à partir de la base de données franco-gine qui incluait les patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire de stade 4 entre 2000 et 2020, en excluant les tumeurs non épithéliales et les patientes pour lesquelles on avait trop de données manquantes. Elles avaient exactement pareil, une évaluation préthérapeutique, un diagnostic initial posé par des biopsies, et puis on a fait le choix de classer stade 4B les patientes qui avaient une atteinte pleurale initiale avec une atteinte ganglionnaire extra-abdominale et ou une atteinte parenchymateuse. Elles avaient une cellule d'évaluation pour définir leur index de carcinose péritonéale et on évaluait leurs complications post-opératoires selon la classification de Clavien-Dindot. Le critère de jugement principal, c'était la survie globale et le critère de jugement secondaire, la survie sans progression. Les analyses statistiques étaient standards. Les courbes de Kaplan-Meier ont été comparées avec un test du log-rank. Et donc, sur les 2252 patientes prises en charge pour une tumeur ovarienne maligne, après exclusion des données manquantes, des stades FIGO inférieurs à 4, des tumeurs non épithéliales
et des localisations métastatiques inconnues. On avait 307 patientes, parmi lesquelles 98 de stade FIGO 4A et 209 de stade FIGO 4B. Voici les résultats pour la population générale, avec à gauche les stades FIGO 4A et à droite les stades FIGO 4B. Les groupes étaient comparables sur le score ASA, le statut mutationnel, les antécédents personnels oncologiques et de chirurgie pelvienne, le mode de découverte du cancer, l'histologie, avec en particulier des carcinomes séreux de haut grade le plus fréquemment, et un CA125 co-diagnostic comparable. En revanche, on note que les patientes de stade FIGO 4A étaient un petit peu plus âgées que celles du stade FIGO 4B et que près de 60% des patientes de stade FIGO 4B avaient une atteinte pleurale initiale. Ça, c'est l'analyse de la chirurgie en fonction du stade FIGO 4, du stade FIGO. Donc à gauche, les 4A, 78 patientes opérées, à droite, les 4B, 149 patientes opérées. On voit que les patientes de stade FIGO 4A avaient un index de carcinose péritonéale initiale plus élevé que les stades FIGO 4B, que les stades FIGO 4B avaient plus de résection digestive, plus de curage, plus de complications per- et post-opératoires, mais moins de résidus tumorales post-opératoires avec plus de chirurgie complète. Donc les stades 4B avaient des chirurgies plus complexes, mais avec moins de résidus tumorales. Ça, c'est les courbes de survie en fonction du stade 4A et du stade 4B. Vous avez la courbe de survie globale avec en bleu les patientes de stade 4A et en jaune les patientes de stade 4B. Et de manière significative, les patientes de stade 4B avaient une meilleure survie globale médiane et à 5 ans, respectivement 48 mois et 38% versus 31 mois et 20% pour les stades 4A. Ici, la courbe de survie pour la survie sans progression et pareillement, les stades FIGO 4B avaient une meilleure survie sans progression médiane et à 5 ans que les patientes de stade FIGO 4A. Là, on a regardé en fonction de la localisation métastatique initiale. En gris, les patientes qui avaient une atteinte pleurale initiale. En jaune, celles qui avaient une atteinte ganglionnaire seule. Et en bleu, les autres patientes. Et on voit que les patientes avec une atteinte pleurale initiale avaient une survie globale inférieure aux autres de manière significative. Et on ne retrouvait pas de résultats significatifs pour la survie sans progression. On a décidé du coup de pouler toutes les patientes 4A et 4B et de s'intéresser uniquement à celles qui avaient ou non une atteinte pleurale initiale. Donc en jaune, celles qui ont une atteinte pleurale initiale, en bleu, celles qui n'en avaient pas. Et on voit que de manière significative, la survie globale médiane et à 5 ans était plus faible chez les patientes avec une atteinte pleurale initiale. C'est des résultats qui n'étaient pas significatifs pour la survie sans progression. Donc le rappel des résultats, les patientes de stade FIGO 4B avaient une meilleure survie globale et une meilleure survie sans progression médiane et à 5 ans que les stades 4A. L'épanchement pleural initial était un facteur de mauvais pronostic, indépendamment du stade FIGO 4A ou 4B, avec une survie globale médiane de 35 mois et à 5 ans de 29%. Et l'atteinte ganglionnaire extra-abdominale isolée était plutôt de bon pronostic, avec une survie globale médiane de 55 mois et à 5 ans de 48%. Donc pour discuter sur la différence entre cette survie entre les stades 4A et les stades 4B, on a inclus dans les stades 4B, comme le demande la FIGO, les patientes qui ont une atteinte digestive transmurale. En 2016 et en 2019, il y a des études qui ont montré que ces patientes avaient un meilleur pronostic que les autres. Elles représentaient 5% des patientes de notre cohorte, ce qui était comparable avec les données de la littérature. C'était un événement rare qui avait probablement un impact relatif dans ces résultats. Sur les 124 patientes classées FIGO 4B qui présentaient une atteinte pleurale initiale, donc on a décidé de les classer 4B. C'est discutable vu qu'on montre que ces patientes ont une meilleure survie globale que les stades 4A. Cependant, ce choix ne fait que sous-estimer cette différence en termes de survie globale. Et puis, on montre que les stades FIGO 4B ont plus de résection digestive et plus de curage ganglionnaire, alors que les stades FIGO 4A ont un index de carcinose péritonéale initiale plus élevé, avec plus de résidus tumoral post-opératoire. Et donc, ça pose quand même la question du profil tumoral de ces patientes et l'hypothèse selon laquelle l'atteinte pleurale serait en fait le reflet d'une maladie péritonéale diffuse.
Donc, pour conclure, les patientes de stade FIGO 4A avaient significativement un pronostic inférieur à celle de stade FIGO 4B et l'atteinte pleurale initiale était un facteur de mauvais pronostic. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bravo Marie, très belle étude. C'est celle-là alors qui a été acceptée? Non, mais bravo. Bon. Des questions? Bonjour, bravo. Je connais bien la base Franco-Ginover, donc félicitations d'avoir trié toutes les infos. Est-ce que tu avais, parler dans le micro, c'est un peu fort. Est-ce que tu avais les données sur la chimio néoadj ou la chirurgie première sur ces patientes opérées entre les 4A et les Oui, en fait... j'ai pas vu, c'était peut-être dans le tableau, mais j'ai pas vu... Non, je l'avais, mais c'était la présentation d'avant. Oui, alors, quelle est ta question par rapport à ça? Est-ce que dans les deux groupes, tu avais une différence entre les chirurgies premières et les chirurgies intervallaires, entre le 4A et le 4B, ou est-ce que c'était non. Pareil? Oui. Il n'y avait pas de différence. Merci. Très bien, merci Marie. Merci beaucoup. Mademoiselle Amal Bayar. C'est la vidéo qu'on devait lancer, je crois. Donc il suffit de cliquer dessus, c'est ça? Bonjour, je me présente, je suis docteur Bayar Amal, interne dans les hôpitaux tunisiens. Très contente de participer dans le congrès scientifique de la santé des femmes et de présenter mon travail intitulé Carcinome in situ du sein à propos d'une série de 33 cas et revue de la littérature. Donc, pour commencer, une petite introduction s'impose pour définir le carcinome canalaire in situ. Il s'agit bien évidemment du type histologique le plus fréquent des cancers du sein, avec 20 à 30% des cancers nouvellement diagnostiqués. Il est défini histologiquement par une prolifération des cellules malignes dans le réseau galactophorique, mais sans franchissement de la membrane basale, comme le montre ce schéma, tout en le comparant au carcinome canalaire qui franchit cette membrane. Son incidence est en augmentation en rapport avec la généralisation du dépistage par la mammographie qui a permis d'augmenter la détection du cancer du sein à un stade précoce. Le carcinome canalaire in situ, il est souvent révélé par des microcalcifications dans 80% des cas et il a une survie à 10 ans qui est estimée à 97%, heureusement. Nous proposons à travers cette étude rétrospective qui a été menée sur 33 patientes prises en charge par le comité des tumeurs mammaires un objectif qui est de dégager les particularités anatomiques, cliniques et les aspects thérapeutiques des carcinomes in situ. Afin d'atteindre cet objectif, nous avons mené une étude sur 781 patientes prises en charge par le comité des tumeurs mammaires du centre de maternité de Monastir en Tunisie, bien évidemment. Et parmi ces patientes, on a eu 33 patientes, ce qui fait 4,2%, qui avaient un carcinome in situ, et ceci représente notre population d'études. Les résultats étaient comme suit. L'âge moyen de nos patientes était de 49,9 ans, avec des extrêmes allant de 31 ans jusqu'aux 92 ans. Une seule patiente avait un âge inférieur à 35 ans. La circonstance de découverte était la palpation d'un nodule mammaire dans 14 cas, ce qui fait 42% des cas. La taille tumorale moyenne au moment du diagnostic était de 2,9 cm. Et toutes les patientes ont eu une échomammographie qui a révélé un foyer de microcalcification chez 17 patientes. La chirurgie était conservatrice dans 54,5% des cas. Le curage ganglionnaire était réalisé dans 17 cas, ce qui fait
récepteurs hormonaux positifs. Chez 11 patientes récepteurs hormonaux positifs, on a fait une hormonothérapie. Toutes les patientes ayant eu un traitement conservateur, ils ont eu par la suite une radiothérapie adjuvante. 2 patientes avaient présenté une récidive locale survenue après un délai moyen de 26 mois et elles ont eu une mastectomie de rattrapage. Une autre patiente avait présenté une récidive ganglionnaire dans 30 mois après la fin du traitement et elle a eu par la suite un curage ganglionnaire suivi de chimiothérapie et de radiothérapie leucorégionale. Sinon, pour la survie globale de notre série, elle était après 3 ans à 96,8% et à 5 ans à 92,4% pour rejoindre à peu près les mêmes constatations mondiales. On a fait une revue de la littérature pour faire une petite mise au point sur le carcinome canalaire in situ. Et cette revue a montré que l'incidence du carcinome canalaire in situ est en nette augmentation dans le monde et en Tunisie, et ceci grâce au dépistage. La prise en charge thérapeutique repose essentiellement sur la chirurgie radicale ou la tumorectomie, avec radiothérapie adjuvante. Le type de la chirurgie repose sur 2 choses. 1, le choix de la patiente si un traitement conservateur est possible. 2, sur la faisabilité chirurgicale d'un traitement conservateur du sein. Et ceci dépend de l'étendue et du nombre des lésions, avec nécessité d'obtention de berges saines ou limites saines qui sont supérieures ou égales à 2 mm et d'un résultat esthétique satisfaisant. La gêne de la patiente ne constitue pas en soi une indication à un traitement particulier. Plusieurs questions se posent concernant la place du ganglion sentinelle dans le carcinome canalaire in situ, bien que cette technique n'a pas été réalisée dans notre série, mais il faut bien la mentionner car elle a une place de plus en plus importante dans la prise en charge de ce type de carcinome. Donc, la revue de la littérature a permis de retenir plusieurs indications pour cette technique, à savoir si la lésion est palpable, si on a une taille tumorale qui est supérieure à 2 cm, si on suspecte des micro-invasions ou si on envisage une mastectomie. Enfin, pour conclure, la fréquence de dépistage du carcinome in situ reste relativement faible dans notre pays, malgré la mise en place de certaines structures de dépistage. La prise en charge thérapeutique est basée sur la chirurgie. La radiothérapie est indiquée après traitement conservateur. Le rôle de l'hormonothérapie reste controversé. Et ce carcinome présente un pronostic qui est excellent, avec une survie globale à 5 ans qui varie entre 90 et même 100%. Je vous remercie énormément. Alors, il n'y a pas la possibilité de questions. Est-ce qu'il y a un commentaire dans la salle ou quelque chose à ajouter? Donc, avec beaucoup d'étonnement, je vais inviter Marie, comme on dit jamais 203. Mais c'est bien, hein, bravo, parce que toutes ces études, c'est quand même beaucoup de travail, donc félicitations. Merci. C'est à nouveau un travail réalisé avec le docteur Azaïs de l'HEGP. Et donc, on a essayé de réaliser un nomogramme prédictif de la mortalité à 5 ans chez ces patientes atteintes d'un cancer de l'ovaire de stade 4. Donc, le cancer de l'ovaire est responsable de 3 935 décès en France, avec une incidence de 5 320 nouveaux cas par an en 2020. Ça reste une entité hétérogène et on s'est intéressé encore à ceux d'origine épithéliale. Donc la classification FIGO, les stades 1 limités à l'ovaire, les extensions pelviennes, extra-pelviennes, et puis les stades 4 qui ont fait l'objet de notre étude, les 4A avec l'atteinte pleurale, les 4B, l'atteinte ganglionnaire extra-abdominale et parenchymateuse, qui ont une survie globale faible à 5 ans. Et donc il est important de définir des facteurs pronostiques et prédictifs chez ces patientes pour mieux les prendre en charge.
Donc l'objectif, c'était d'analyser les facteurs prédictifs de la mortalité à 5 ans chez ces patientes et d'essayer de réaliser un nomogramme prédictif de la survie globale à 5 ans. Donc c'est toujours le même design, toujours une cohorte rétrospective multicentrique qui incluait les patientes prises en charge entre 2000 et 2020 atteintes d'un cancer de l'ovaire de stade 4, en excluant les tumeurs non épithéliales et les patientes pour lesquelles on avait trop de données manquantes. Toujours les mêmes modalités de prise en charge avec une évaluation pré-thérapeutique, un diagnostic sur biopsie et un schéma thérapeutique dépendant de la célioscopie d'évaluation avec les surveillances des complications post-opératoires. On a identifié les facteurs potentiellement prédictifs de la survie, notamment l'âge et le score ASA, le dosage du CA125, le type histologique, la localisation métastatique initiale, la maladie résiduelle et puis le schéma thérapeutique chez ces patientes, la chimiothérapie seule, la chirurgie de cytoréduction première ou la chimiothérapie néoadjuvante avec chirurgie intervallaire. Donc les analyses statistiques générales étaient standards. Et puis pour le nomogramme, on a réalisé une analyse multivariée avec un modèle de régression logistique. Et la précision prédictive du modèle a été évaluée par sa discrimination, c'est-à-dire la capacité à discriminer les résultats à travers tous les niveaux de positivité possibles. Et puis par sa calibration, c'est-à-dire l'estimation des erreurs moyennes à maximales entre les prédictions et les observations. On l'a validé en interne par rééchantillonnage. Donc sur les 2252 patientes qui présentaient une tumeur ovarienne maligne, après exclusion des données manquantes, des stades FIGO 1 à 3, des tumeurs non épithéliales et des localisations métastatiques initiales inconnues, on avait 307 patientes prises en charge pour un cancer épithélial de stade FIGO 4. Donc ça, ce sont les résultats des analyses multivariées sur les facteurs influençant la survie. Et donc ce qui ressortait, c'était le score ASA4, le schéma thérapeutique, la maladie résiduelle post-opératoire et la localisation métastatique initiale, notamment l'épanchement pleural. Ça, c'est le nomogramme. Donc, en fait, on a toutes les variables, je ne sais pas si la flèche, ouais. Toutes les variables ici. Et donc, pour chaque patiente, on répond à la question est-ce que le CA125 au diagnostic était supérieur à 500 ? Donc, sinon, 0 point. Et si oui, 100 points. Et on fait pareil pour toutes les variables. Donc, si c'était un stade FIGO 4A, ça fait 100 points. S'il n'y avait pas de maladie résiduelle, 0 points. Est-ce qu'elle avait plus de 65 ans ? Oui, environ 65 points. Et puis, quel schéma thérapeutique elle a reçu ? On fait la somme de la projection de tous ces points et on la place sur l'échelle de points totaux. Et puis, en reportant les points totaux sur cette ligne-là, on a la probabilité de décès à 5 ans de la patiente. Ça, c'est la courbe ROC avec la sensibilité ici et la spécificité ici. Et ce nomogramme avait une AUC à 0,71, ce qui est satisfaisant. On dit que c'est un bon modèle prédictif quand c'est supérieur à 0,7. Donc, les limites de cette étude sont toujours son caractère rétrospectif avec le biais d'information et les données manquantes qui en découlent, et puis aussi la place du nomogramme dans la prise en charge des patientes, étant donné qu'il inclut le schéma thérapeutique reçu par les patientes. Les forces, c'est le fait que ce soit multicentrique avec une bonne validité externe, le nombre de patientes incluses, le fait que la population est ciblée sur les stades 4 et que l'AUC est satisfaisante avec un chiffre supérieur à 0,7. Donc pour conclure de ces présentations, donc on montre l'impact pronostique de la dichotomisation des cancers de l'ovaire de stade 4 en stade FIGO 4A et 4B, avec un meilleur pronostic en termes de survie globale et de survie sans progression pour les 4B, l'impact péjoratif de l'atteinte pleurale initiale, le fait que les patientes de stade FIGO 4B sont en fait une population hétérogène qui regroupe des patientes avec des pronostics tout à fait différents, l'impact favorable du traitement chirurgical avec une tendance en faveur de la chirurgie première en termes de survie et une tendance en faveur de la chirurgie intervallaire pour diminuer la morbidité per- et post-opératoire. Et puis ce nomogramme qui a une bonne valeur prédictive de la survie globale à 5 ans. Et donc la conclusion, c'est vraiment de sélectionner ces patientes, de ne pas se dire que les stades FIGO 4 ne doivent pas être opérés parce que leur pronostic est mauvais et de leur offrir une prise en charge personnalisée. Merci. Vous avez essoré les stades 4. C'est bon, là, est-ce qu'il y a autre question ?
Henri, tu as d'autres questions, toi, à se poser sur les stades 4? Ah, c'est bon. D'accord. C'est parfait. Bravo, Marie. Je pense que c'est beaucoup de travail, tout ça, quand même. Bravo. Allez, on va terminer avec la dernière présentation, qui est là aussi une vidéo, Émilie Raymond n'ayant pas pu venir. Bonjour. Tout d'abord, je tenais à remercier le comité d'organisation de me permettre de vous présenter les résultats de cette étude portant sur l'impact de l'âge sur les marges d'exérèse dans le cancer de la vue. En effet, le cancer de la vue est une pathologie rare, mais dont l'incidence augmente ces dernières années aux USA et en Europe. Son évolution est longtemps loco-régionale. Le traitement de première intention sera donc la chirurgie, qui va nécessiter une résection large pour avoir des marges d'exérèse de 1 à 2 cm macroscopiques dans une zone restreinte. Les études précédentes ont démontré que les patientes âgées avaient des tumeurs de taille plus importante que les patientes jeunes. L'objectif de cette étude était donc d'évaluer l'impact de l'âge des patientes sur l'obtention des marges d'exérèse chirurgicales dans les carcinomes épidermoïdes vulvaires. Nous avons donc réalisé une étude observationnelle rétrospective multicentrique dans 10 centres français experts en cancérologie, ce qui nous a permis d'inclure 574 patientes que nous avons divisées en 2 groupes avec un cut-off à 65 ans pour permettre une comparaison avec la littérature. Nous avons pu mettre en évidence que les patientes âgées avaient des localisations de cancer de la vulve différentes des patientes jeunes, avec plus d'atteintes des grandes lèvres, alors que les patientes jeunes avaient plus souvent des atteintes du périnée, sans qu'il n'y ait de différence significative concernant la taille clinique de la tumeur. Les patientes âgées bénéficiaient plus souvent d'une vulvectomie totale radicale et les patientes jeunes d'une vulvectomie partielle superficielle, bien que cela ne soit pas significatif. Cependant, cette étude confirmait les données de la littérature avec des tumeurs plus grandes chez les patientes âgées, avec 32,2 mm versus 29,2 mm chez les patientes jeunes. Cependant, il n'y avait pas de différence significative en termes de recours au plastie vulvaire et en particulier au lambeau VY. 84,1% des patientes avaient des berges latérales insano, avec 35,6% supérieures à 8 mm. Lorsque nous regardions les lésions présentes au niveau des marges d'exérèse, chez les patientes jeunes, il y avait principalement des lésions de VIN et de VIN3, et chez les patientes âgées, de lichen scléroatrophique. Seuls 11,6% des patientes ont eu une reprise chirurgicale et 15,7% une radiothérapie vulvaire. Cela n'était pas significatif entre les 2 groupes et on peut constater qu'il n'y avait pas d'impact sur la récidive, qu'elle soit locale, ganglionnaire ou à distance. Nous confirmons donc que les patientes âgées ont des tailles tumorales plus importantes que les patientes jeunes, ce qui était déjà démontré dans la littérature en se fiant soit au stade FIGO, soit à la taille clinique de la tumeur. Alors il faut savoir que les patients de moins de 65 ans font encore partie du dépistage organisé du cancer du col de l'utérus et donc vont régulièrement voir leur gynécologue, ce qui n'est pas forcément le cas des patientes plus âgées, ce qui permet de retrouver des lésions plus précoces ou des lésions précancéreuses. Mais on voit que cela n'avait pas d'impact sur l'obtention des marges d'exérèse chirurgicales, mais que les patientes plus âgées avaient des chirurgies souvent plus délabrantes avec des vulvectomies totales radicales. Et pourtant, il n'y a pas eu plus de lambeaux pour obtenir ces marges d'exérèse insano chez les patientes âgées. Seul un tiers des patientes avaient des marges d'exérèse recommandées, mais avec plus de 80% d'exérèse insano. Or, on a des taux de reprise chirurgicale faibles dans cette étude, puisqu'ils sont de 16,3% avant 65 ans et de 9,5% après 65 ans. Or, il est recommandé une reprise chirurgicale en cas de marge inférieure à 8 mm. En cas d'impossibilité de cette reprise, une radiothérapie peut être instaurée. Cependant, le bénéfice oncologique des reprises chirurgicales est montré comme limité dans la littérature et que la radiothérapie pour des marges entre 2 et 8 mm n'est pas dénuée de morbidité, qui plus est chez les patients qui sont âgés. De plus,
Notre étude a montré qu'il n'existait pas de différence en termes de récidive entre les deux groupes. Alors bien évidemment, cette étude comporte des biais puisqu'il s'agit d'une étude rétrospective et que nous n'avions pas d'informations sur l'indication de réalisation ou non des reprises chirurgicales. Cependant, il s'agit de la première étude française portant sur le sujet, avec une cohorte importante, qui nous montre que, malgré une taille tumorale importante, nous n'avons pas de différence significative sur l'obtention de marge d'exérèse chirurgicale chez les patients âgés, sans recours à plus de lambeaux et sans complications post-opératoires supplémentaires, très probablement du fait d'une sélection des patientes opérées. Je vous remercie. Après l'ovaire, l'endomètre, un peu le sein, maintenant la vulve, il manquera que le col. Je ne sais pas si vous avez des questions ou des remarques à formuler. Émilie étant pas là. Chérif. Oui, je vous en prie. Oui. Quand on fait une vulvectomie radicale dans un cancer invasif avec extension vers la région médiane, urètre, clitoris, et puis on emporte le tiers externe de l'urètre, et puis le résultat définitif, on nous donne que la berge saine, elle est à quelques millimètres. Faudrait-il reprendre chirurgicalement ou bien alors poser l'indication de la radiothérapie? Je ne sais pas si tu veux répondre à cette question. Moi, je pense qu'il ne faut pas le prendre chirurgicalement. Il ne faut pas le prendre. Il faut être en marge saine. En marge saine. Alors, les 4 mm que les radiothérapeutes exigent pour faire ou ne pas faire une radiothérapie, ouais. Ça se discute, mais dans l'urètre, je ne vais pas le prendre. S'ils veulent faire, ils font, mais il n'y a pas d'indication chirurgicale. On va pas... Là, c'est une indication d'une radiothérapie, de toute façon, vu l'extension de ce que vous décrivez. D'accord. Je ne le prends pas facilement si on est en marge saine. Okay. Je vous remercie. Je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, il n'y a pas que ce paramètre-là qui va indiquer une radiothérapie ou non aussi. Ouais. Donc, Chérif l'a souligné. Et après, il ne faut pas oublier que les questions des marges, c'est qu'est-ce que vous appelez marge? Parce que là, Émilie nous a dit marge non saine en territoire de VIN de haut grade. Ouais. Ce qui est important, c'est les marges saines en territoire d'invasif. Et ça, c'est vraiment important parce qu'on ne peut pas les traiter de la même façon en fonction de tout ça. Donc, il y a tous ces éléments qui vont entrer en jeu. Donc, on ne peut pas se limiter. Enfin, c'est une question qui est multimodale. Hein. Non, surtout, c'est la proximité par rapport un petit peu à l'urètre aussi. Oui, parce que l'atteinte sphinctérienne, elle pourrait donc aboutir à... On est complètement d'accord. D'ailleurs, Émilie vous le dit bien dans sa présentation qu'on a des cas où la reprise n'est tout simplement pas raisonnable et envisager une amputation antérieure pour cette patiente, c'est hors de question. On est tous d'accord pour le dire. Hein. D'accord, je vous remercie. Je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là. Donc, on a même réussi à avoir de l'avance. Donc, bravo aux orateurs parce que c'est toujours un immense travail et ces 10 minutes de présentation cachent des heures et des heures de travail. Donc, bravo à toutes et à tous. Et écoutez, bon congrès pour la suite.